Bonjour à tous et bienvenue ici à Toulouse, à la Cité, pour ce 4e et dernier opus de notre série de conférences Occitanie Invest, organisée par ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie. Alors, lorsque l'on parle d'entrepreneuriat et de développement économique, on pense tous immédiatement à la création d'entreprises. On oublie souvent que la reprise d'entreprise est aussi une variante très intéressante, tout comme la croissance externe. Alors aujourd'hui, dans ce dernier opus, donc, nous allons voir comment on peut entreprendre et financer son projet sans idée de départ et créer de la valeur sur son territoire. Et nous verrons aussi comment, là encore, il est indispensable d'être bien entouré. Alors pour cela, je vais vous présenter nos 4 intervenants. Tout d'abord, Grégory Lalo, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Chariot Valley, qui est une entreprise spécialisée dans les haillons élévateurs et la rénovation de chariots élévateurs en Occitanie. C'est une entreprise qui fait 2,5 millions de chiffre d'affaires et qui emploie une vingtaine de personnes. Vous avez racheté il y a 2 ans maintenant Subloisir, une entreprise qui distribue et entretient des petits véhicules électriques type Golfette, c'est ça hein? Tout à fait. Et dont le CA était de 4 millions d'euros au moment de son rachat. Vous nous raconterez ce choix de croissance externe que vous ne regrettez pas, bien au contraire. Tout à fait. À vos côtés, Cyril Véril, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Big Informatique, une entreprise qui édite des logiciels à destination des laboratoires de biologie médicale, une entreprise que vous avez reprise en 2011. À cette époque, l'entreprise faisait 2 millions de chiffre d'affaires et employait une vingtaine de personnes. L'année dernière, vous avez fait 7,7 millions de chiffre d'affaires avec une cinquantaine de personnes et vous prévoyez pour cette année environ 10 millions de chiffre d'affaires avec 80 employés. Une belle aventure, donc, et vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait le choix de la reprise d'entreprise après une carrière dans des grands groupes industriels à des postes divers et variés. Vous nous raconterez tout ça. À vos côtés, Sophie Juéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'investissement au sein d'Irdi Capital Investissement, en charge plus spécialement du fonds Irdi Capital Croissance, qui s'adresse aux petites PME, pour financer leur développement ou leur transmission. Autant dire que sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, vous faites figure d'experte et on est ravis que vous soyez avec nous, Sophie. À vos côtés, un autre expert, Pascal Albouy, expert fusion-acquisition à la Banque Populaire Occitane. À ce titre, donc, vous accompagnez des actionnaires dirigeants dans leurs projets de croissance externe, mais aussi des actionnaires qui sont en phase de céder leur entreprise. C'est bien cela ? C'est bien ça. Merci à tous les 4 d'être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, j'aime bien que les choses soient claires quand on démarre et qu'on soit tous sûrs que nous parlons de la même chose. Alors que peut-être je vais me tourner vers nos experts pour qu'on fasse un petit peu de vocabulaire pour démarrer. Qu'est-ce qu'on entend précisément par transmission reprise d'entreprise ? Qui me répond ? Alors, je vais prendre la parole. Par Allez-y, rapport à la Pascal. transmission reprise, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle ? On parle d'un cédant, au départ, qui peut céder à 2 types, je dirais, de repreneurs. Oui. Le premier repreneur, qui est la personne physique, je dirais c'est un cas d'école. Après, vous avez un autre cas qui est le cas de la croissance externe qui est faite par des groupes, des sociétés qui rachètent une société. Donc, si on veut être clair, la transmission reprise, c'est une personne physique, un repreneur qui va racheter une entreprise. Et ce qu'on appelle la croissance externe, c'est une entreprise qui va racheter une autre entreprise ? Voilà, c'est ça. La croissance externe, ça va être un rapprochement entre 2 sociétés, alors que la transmission d'entreprise, ça va plutôt être une personne physique, comme par exemple Cyril, elle l'a fait en 2011, qui va reprendre, racheter une entreprise, alors qu'il était totalement extérieur à cette entreprise, et va la reprendre via une holding d'acquisition. Alors, Big Informatique rentre dans les 2 cases, c'est ça ? Ah oui, absolument. Racontez-nous. En fait, moi, j'ai repris Big en décembre 2011 Oui. en tant que personne physique, donc seul, Oui. quelque part, mais bien accompagné. et puis, on a acquis, alors c'est plus moi, c'est l'entreprise, Big Informatique, a acquis en croissance externe l'année dernière, juste avant la Covid, Oui. pile poil au bon moment. On a acheté une entreprise qui s'appelle Infopartner, qui est une entreprise basée à Nancy, donc géographiquement un petit peu éloignée de Toulouse. Éloigné de Toulouse, c'est le moins qu'on puisse dire. Éloignée de Toulouse, et qui était le parfait complément finalement de notre activité dans notre petit monde, dans notre petit écosystème de la biologie médicale et de l'informatique de biologie médicale. Et donc on a fait cette opération de croissance externe à ce moment-là. Les 2 entreprises ont fusionné ? Oui, elles sont fusionnées maintenant, depuis cette année. D'accord. Et maintenant, il n'y a que Big Informatique, bien évidemment, où on est à peu près 80. On sera 80 d'ici un mois.
Très bien. Et quelle case coche dans ce schéma, c'est difficile à dire, et quelle case coche dans ce schéma Chariot-Valley? Je vous laisse le dire, c'est effectivement beaucoup plus simple quand vous le dites. Alors, on sera dans le deuxième cas, donc c'est l'entreprise Chariot-Valley qui a racheté l'entreprise Subloisir. En fait, il y avait deux entreprises, Subloisir et Subloisir Location. Elles ont fusionné, par contre, Chariot-Valley et Subloisir n'ont pas fusionné. D'accord. Alors, messieurs, nos grands témoins, votre expérience et votre retour d'expérience nous intéressent au plus haut point. Vous savez que c'est le principe de ces conférences. Quelles sont les questions qu'on se pose en amont d'une reprise, d'un rachat? Qui commence? Cyril, allez-y. Ou Grégory, peu importe. Je ne sais pas, la première question que je me suis posée, c'était est-ce que j'en suis capable? Enfin, oui. Je pense que c'est peut-être la bonne question à se poser, déjà. Et donc déjà, il faut être prêt, il faut se préparer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis quelqu'un d'assez analytique, hein, quelque part. Et donc j'ai besoin de comprendre les choses. Donc je me suis formé. Et puis au fil de la formation, vous dites finalement, est-ce que je suis réellement capable? Petit à petit, vous dites que oui, ça avance. Mais c'est une découverte magnifique, finalement, ce parcours initiatique de la reprise d'entreprise. Grégory, est-ce qu'on est dans le même état d'esprit? Est-ce qu'on se pose les mêmes questions quand on se lance dans un processus de croissance externe? Est-ce que c'est la même chose? Oui, tout à fait, c'est la même chose. Et on ajoute à cela la question de la complémentarité de l'entreprise qu'on rachète. Oui. Est-ce que c'est complémentaire à mon activité? Est-ce que je vais savoir gérer aussi les deux? Parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus, en tout cas dans ce qui me concerne, des métiers complètement opposés pour ne pas s'éparpiller non plus. Donc on réfléchit surtout effectivement à l'avenir en fait. Qu'est-ce que je peux faire de l'entreprise que je rachète aujourd'hui? Comment je vois l'avenir et comment je vais piloter cette croissance qui sera aussi une croissance externe, mais une croissance tout court après la croissance externe. Donc c'est sûrement ces deux points-là que je me suis mis en tête vraiment avant de chercher la bonne entreprise à reprendre. Alors on va revenir sur cette recherche de la bonne entreprise, mais peut-être un mot de la psychologie du cédant, parce que vous rachetez, mais vous rachetez à quelqu'un. Dans quel état d'esprit se trouvaient vos cédants, je vais les appeler comme ça? Moi j'ai eu la chance de tomber sur des personnes, parce qu'il y avait un cédant qui était un peu le patron de l'entreprise, mais... Ouais. C'était comme un groupe de collaborateurs très impliqués. J'avais la chance qu'ils soient très impliqués, très compétents. Donc ça, c'était une bonne chose. Et que le cédant avait préparé son départ. Donc finalement, il n'était plus indispensable. Et dans une PME de 20 personnes, quand le patron a pris le recul suffisant pour se rendre moins indispensable qu'il n'était, c'est d'autant plus facile pour celui qui reprend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et ça favorise finalement ma reprise, quelque part. Et puis, j'ai eu la chance, que je disais, de tomber sur des gens qui étaient impliqués, compétents, sympas, en plus. Donc, ouais. donc ça s'est passé comme ça. Donc, la psychologie, enfin, non, je pense qu'on en reparlera, mais c'est de l'humain. La reprise d'entreprise, c'est globalement de l'humain. Oui. Et c'est très humain. Il y a des aspects financiers, il y a des aspects de processus d'acquisition compliqués, mais c'est finalement de la relation humaine, pure et dure. Et donc, le plus important est peut-être justement d'établir au fil du temps cette confiance réciproque de lui vers moi et puis de moi vers lui ou vers eux, quelque part. Grégory, vous partagez cette analyse. Ça a été compliqué, vous, de convaincre votre cédant? Non, ça n'a pas été compliqué de le convaincre, et je reviens complètement sur ce que vient de dire Cyril, c'est les relations humaines sont primordiales. Ça n'a pas été compliqué de le convaincre parce qu'il souhaitait vendre. Il était plus jeune, puisque 46 ans, 45 ans seulement à cette époque, donc il n'était pas dans un schéma de revendre pour partir à la retraite. Mais justement, c'est là où c'est encore plus compliqué. Il faut convaincre, il faut se mettre d'accord, bien sûr, et ensuite travailler ensemble, parce que lui a décidé de rester, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cédants. Et on a travaillé 2 ans ensemble derrière par la suite, mais parce que justement, humainement, ça passait bien. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre cédant est resté avec vous pendant 2 ans. C'est un cas un peu atypique, oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'insiste. Il faut le dire à tout le monde. C'est très rare, c'est plutôt 3 à 6 mois, on va dire. Là, il est resté 2 ans avec nous et il continuera à travailler avec nous sous forme d'un autre schéma de prestataire et d'intervenant. Mais en tout cas, oui, on a travaillé 2 ans ensemble. C'était mon souhait, c'était mon souhait aussi, c'était son souhait aussi, puisque jeune. Et c'est vrai que ça s'est bien passé parce que et lui et moi, on est et intelligents et effectivement très humains. Donc ça, quand c'est comme ça se passe bien. Et ces 2 ans ont servi justement comment dire, il vous a transmis un certain nombre de choses. Ça a été pour vous important?
Tout à fait, parce que c'était un métier vraiment différent du mien au départ, et ça c'est important. Quand on achète une entreprise qui est de son domaine d'activité, c'est beaucoup plus simple parce qu'on en connaît quasiment toutes les ficelles. Quand on ne connaît pas le métier vraiment de l'entreprise qu'on rachète, il faut justement savoir s'entourer, on en parlera également tout à l'heure, mais s'entourer veut dire également s'entourer de l'ancienne équipe et de l'ancien dirigeant pour pouvoir apprendre le métier, voir comment ça se passe et surtout pas prendre de mauvaises décisions rapidement. Sophie et Pascal, ce qu'on entend sur les cédants, c'est quand même assez rare que ça se passe aussi bien, on va dire, parce que ça peut se passer bien. Si, ça se passe bien de manière générale, mais comme l'a dit Grégory, c'est très atypique un accompagnement de 2 ans. Hein. La norme, c'est plutôt 3 à 6 mois. D'accord. C'est absolument nécessaire, cette période d'accompagnement au moment de la transmission, parce que le dirigeant cédant va devoir passer le relais. Ne serait-ce que par exemple pour présenter son successeur à ses principaux clients, c'est absolument indispensable. Mais ça ne doit pas être trop long, puisqu'ensuite il faut quand même que le repreneur assoie sa légitimité et voilà, soit le nouveau dirigeant de l'entreprise. Pascal, est-ce que c'est important que le cédant lui aussi soit préparé comme peut l'être le repreneur ? Oui, justement, Cyril ainsi que Grégory disaient, il y a eu 2 schémas différents qui se sont passés de leur côté. En fait, la préparation du cédant est primordiale. Tant qu'il n'a pas basculé dans sa tête, c'est déjà très compliqué pour ses équipes de savoir comment il va transmettre. Mais Cyril le soulignait, il faut préparer une équipe, il faut préparer des relais, des passages de témoins. Et ensuite, selon le repreneur, il faut accompagner le savoir-faire, les clients, les relations fournisseurs. Et là-dessus, je pense qu'on a 2 cas extrêmes. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas un cas unique, il n'y a pas un cas qui marche, mais il y a plusieurs cas. Il faut savoir poser le cadre au début. Il faut poser le cadre, c'est-à-dire avoir un accompagnement qui est, comme le disait Sophie, timé. Oui. Moi, je conseillerais plutôt 3 mois, renouvelable une fois, un CDD de 3 mois. Et après, l'aventure, avant tout, elle est humaine. Donc, il faut que ça matche au début et après, c'est du gagnant-gagnant. Il faut se donner un timing, en tout cas, c'est ce que je retiens. Cyril, vous avez eu une opportunité qui s'est transformée en une reprise où vous avez cherché longtemps la bonne entreprise. Combien de temps on cherche ? Je pense qu'il n'y a pas de règle là non plus, hein, c'est très variable. Moi, j'ai quitté mon entreprise en fin d'année 2010 et j'ai repris décembre 2011. Donc l'amplitude, c'était 1 an, globalement. J'ai quitté ma boîte fin 2010, je me suis formé en début d'année 2011, donc ça a pris un certain temps. Je me suis formé auprès d'un organisme génial qui s'appelle le CERA, Cédants et Repreneurs d'affaires, que je recommande. et après, je me suis mis en quête de chercher une entreprise. Et donc, j'ai galéré. Enfin, pour dire les choses de telle façon, j'ai un peu galéré. Je me suis un peu perdu. Oui, vous m'avez dit, je me suis perdu, mais c'est normal. Oui, pour moi, c'était normal. Après, il y a sans doute des gens qui sont plus directs et qui vont plus vite. Il y en a sans doute qui vont aussi moins vite. Mais moi, quand je me suis formé, je me suis aperçu que finalement, on cherchait tous à peu près la même typologie de boîte. Tout in bonis. Un peu partout en France. Et donc, j'ai suivi un petit peu ça. Et donc, j'y suis allé. Je me suis perdu dans des régions dans lesquelles, finalement, je ne me serais jamais projeté. Dans des boîtes qui allaient du winch de bateau à la fabrication de bobines électriques, en passant par des machines spéciales. Enfin, des trucs vraiment très spécifiques. Et puis, finalement, au fil du temps, finalement, vous segmentez de plus en plus. Et puis, cette segmentation vous apporte de la crédibilité, quelque part, et le temps se raccourcit. C'est-à-dire que plus vous êtes précis dans une zone géographique précise, avec des cibles, une typologie d'entreprise que vous voulez reprendre précise, finalement, vous avez l'impression de restreindre votre capacité de reprise, parce que finalement, il y a moins de boîtes qui correspondent à vos spécificités, mais finalement, vous êtes tellement plus crédible dans votre prise que finalement les portes s'ouvrent là où elles ne s'ouvraient pas quand vous papillonnez ce que j'ai fait à gauche à droite. Mais vous nous avez dit que vous aviez suivi une formation. Est-ce que lors de cette formation, ne vous avez pas prévenu de ce parcours un peu initiatique? Mais la formation, il vous donne une boîte à outils finalement quelque part dans cette formation. Il y a différentes étapes, mais les étapes ne sont jamais séquentielles. Ça ne se passe pas toujours comme dans un rêve. Il vous donne les clés. Enfin, cette formation, il vous donne les clés. Et surtout, cette formation, c'était des chefs d'entreprise aussi qui parlaient, qui avaient repris et qui faisaient part de leur expérience à des potentiels repreneurs. Et
Et ça permet, les clés sont humaines, là aussi. Hein. Vous voyez le profil des chefs d'entreprise qui ont repris. Vous voyez la persistance qu'ils ont eue dans l'effort, le rythme qu'ils ont donné auprès des entreprises qu'ils voulaient acquérir. C'est un travail de fond. Voilà. Reprendre une entreprise, c'est un travail de fond. Il faut sprinter à certains moments, mais ça dure un certain temps. Donc, il faut être persistant, il faut être crédible. Vous aviez plusieurs choix qui s'offraient à vous. Pourquoi vous avez choisi la reprise d'entreprise et non pas la création d'entreprise? Bon, déjà, j'avais pas des bonnes idées, bon, première chose. Ouais. Et puis j'étais quand même dans un environnement familial très agréable, confortable. Et on vit qu'une fois. Donc, moi, je ne veux pas galérer pour galérer. Ce n'est pas l'objet. Hein. Donc, quand je me suis dit, je vais reprendre une entreprise, il faut choisir la zone géographique dans laquelle je vais passer les 20 ou 30 prochaines années de ma vie. Je veux que ma famille soit bien. Ça, c'est quand même fondamental. Et je ne veux pas que mon niveau de vie baisse considérablement. Enfin, c'est assez basique, mais c'est la réalité. Et créer une entreprise, c'est quand même... Enfin, je pense, hein, j'avais presque 50 ans à l'époque, c'est beaucoup de galères sur les premiers mois ou peut-être les premières années, et je n'avais pas envie de ça. Donc, tout simplement, je n'avais pas envie. Parce que ce qu'on peut rappeler, je me tourne vers les experts, c'est que quand on reprend une entreprise, on a déjà des fournisseurs, on a déjà un chiffre d'affaires, on a déjà, contrairement à quand on crée une entreprise. Exactement. En fait, ce que dit Cyril, c'est la vraie vie. Hein. C'est aujourd'hui, quand je veux reprendre... En fait, je prends quelque chose, un modèle économique. Alors, je vais me l'adapter forcément, mais il y a des signes forts. Il y a un talent qu'il devait avoir sûrement, et je ne doute pas, pour l'appétence au métier. Et de là, en fait, on se projette plus vite. Donc, on peut gagner 10 ans, et c'est valable autant pour un repreneur personne physique que pour une société avec les synergies que Grégory citait tout à l'heure. En fait. Alors, très bonne transition, puisqu'effectivement, j'allais passer, il est parfait, à vous, Grégory. J'imagine qu'effectivement, les motivations à reprendre une entreprise ne sont pas les mêmes que celles de Cyril, pour ce qui vous concerne. Oui, tout à fait. C'était vraiment une croissance externe et un développement de l'entreprise de base. Là, encore une fois, je reviens, la chose à vraiment réfléchir, c'est de ne pas se tromper. Et on papillonne, effectivement, même dans ce cas-là, on papillonne aussi. Donc j'ai vu beaucoup d'entreprises, beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et forcément, au fur et à mesure, on avance dans sa recherche. Moi, ça a mis 3 ans. Mais on avance et on cible de plus en plus là où on veut aller. Et après, tout se fait effectivement naturellement et assez vite. Ça s'accélère beaucoup sur la fin et je suis complètement en phase avec ce que Cyril vient de dire. Dites-nous... Ça marche dans quelles conditions, sous quelles conditions, ces reprises, quel que soit le cas, celui de Grégory et celui de Cyril? Quels sont les éléments qui font que ça marche? Je dirais qu'il faut que les trois intervenants, l'entreprise déjà, elle soit ait une rentabilité récurrente hein, pour qu'on puisse réaliser un montage financier de reprise d'entreprise. Il faut que le cédant ait préparé son entreprise et soit prêt à céder, hein, à franchir le pas, parce que quelque part, voilà, il va céder son bébé, il faut qu'il soit psychologiquement prêt. Et puis il faut que le repreneur, lui aussi, ait bien mûri son projet, qu'il s'entoure pour pouvoir mener à bien cette étape qui est assez cruciale. Pascal ? Le mot s'entourer est primordial, je dirais. Il faut s'entourer au début quand on recherche, il faut s'entourer, je dirais, au moment de la signature avec des experts qu'on citera tout à l'heure, mais il y a surtout aussi s'entourer après. Cyril faisait état d'un club en fait, de repreneurs quelque part derrière. Je pense que dans les premières semaines, on a besoin de cette partie-là parce que dans la psychologie du dirigeant, hier on était à plusieurs, on réfléchissait et là on se retrouve un matin dans un bureau avec un téléphone, des gens qui viennent et il faut trouver les solutions. Ça les fait sourire tous les deux, oui. Juste l'élément clé, hein, je dirais, c'est la rencontre entre les deux personnes, entre ce cédant et ce potentiel repreneur, où là, il faut une bonne communication, de la compréhension et que la confiance s'instaure. Il faut que le repreneur gagne la confiance du cédant, puisque voilà, il le choisit quelque part, ils se choisissent mutuellement. Oui, c'est ça. Et puis, Cyril ? Moi, je rajouterais qu'il y a aussi, le marché paraît, je pense, très vaste sur les entreprises à reprendre ou sur des repreneurs potentiels, mais il n'est pas si vaste que ça, parce que moi, avec ma petite expérience, hein, qui a duré qu'1 an finalement, j'ai vu pas mal de boîtes où les cédants n'étaient pas réellement cédants. Hein. Dans les faits, ils n'étaient pas réellement cédants. Ils m'accueillaient comme ils accueillaient d'autres personnes
pour valoriser leur entreprise, D'accord. comprendre ce qu'un éventuel repreneur en ferait, D'accord. travailler avec vous sur quel pourrait être un business plan de développement. Donc, ils s'enrichissent des rencontres, Ouais. mais globalement, ils n'auraient pas vendu. Ouais. Et puis, côté repreneur, moi, dans mon club de repreneurs, il y a les vrais et les faux repreneurs. C'est-à-dire qu'il y a celui, ou celle d'ailleurs, qui a envie de reprendre, mais finalement, il a envie de reprendre, peut-être qu'il va reprendre. Peut-être qu'il a envie de reprendre. Ça fait sourire Mais que Grégory. globalement, si on lui propose un bon job de salarié en même temps, peut-être qu'il retournera vers le job de D'accord. salarié. Et c'est plus confortable. Et globalement, quand vous avez ces deux axes dans la tête en disant finalement je reste ouvert au salariat Ouais. classique, vous ne reprenez pas. D'accord. Il faut vraiment avoir Parce fait... que vous êtes travail. sur le parcours de reprise, vous êtes quand même assez souvent en haut de la falaise, quoi. Et il y a plein de raisons de se planter, il y a plein de risques, et finalement, il y a plein de raisons de faire demi-tour. Donc, si, Alors Grégory, vous qui êtes déjà à la tête d'une entreprise et qui envisagez d'en racheter une, enfin on est il y a quelques temps maintenant, vous ressentez ça aussi? Oui, tout bêtement, c'est clair, complètement. C'est une magnifique aventure, pleine de rebondissements. Maintenant, c'est aussi des risques. On engage financièrement plein de choses. Donc, c'est clair que les deux sont beaux et les deux, il faut prendre conscience des deux. Maintenant, quand on parlait de s'entourer, tout à l'heure, il y a certainement deux personnes qui sont primordiales dans le fait de racheter une entreprise. C'est un expert comptable et un avocat. Un avocat. Ça, c'est vraiment les deux personnes à bien pour avoir avec soi, très proches. Les conseils, il faut les écouter. Il ne faut pas non plus rester dans sa bulle, s'enfermer et penser qu'on achète une pépite. Ce n'est pas le cas toujours. Mais là, justement, ça nous permet de prendre un peu de recul. Et comme le disait Cyril, il y a des clubs d'entreprise partout dans les différentes régions. On parle de MEDEF, CPME, APM, enfin il y en a plein. Et là, ça permet aussi d'échanger avec nos copains, Oui. chefs d'entreprise. Et l'expérience de ces personnes nous fera gagner énormément de temps. L'expérience de chacun est le trésor de tous, disait Gérard de Nerval. Ça, je trouve que ça résume assez bien tout ce que vous êtes en train de nous dire. Alors j'imagine que cet accompagnement qui est nécessaire, bien savoir s'entourer, vous l'avez tous dit, il est notamment très important dans l'approche de la valorisation. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi on parle quand on évoque ce terme de valorisation? Je me tourne vers vous les experts. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, la valorisation? Alors, je définirais deux termes, en fait. La valeur d'entreprise et la valeur des titres. C'est un sujet très important parce que déjà, il faut parler de la bonne valeur quand on négocie. La valeur d'entreprise, en fait, c'est la valeur de l'ensemble de l'actif. Et ensuite, la valeur des titres, c'est en fait, on impacte la dette de l'entreprise actuelle. Donc là-dessus, c'est important pour un premier point. Par contre, je dirais, avant de parler de prix, il faut vraiment comprendre l'entreprise. La vraie valeur, en premier, ce sont les hommes avec un grand H dans l'entreprise. C'est un savoir-faire. C'est des relations clients-fournisseurs, c'est aujourd'hui tout ce qui est contrat d'exclusivité, brevets et autres. Donc quelque part, si on voit tout ceci dans l'entreprise, on peut derrière parler des comptes et là-dessus, on rentre dans les comptes avec certaines méthodologies. Je suppose que vous souhaitez en parler. On va y revenir. D'abord, Sophie, peut-être, sur cette question-là. Oui, la valorisation, c'est le prix qu'on va finalement proposer aux cédants de l'entreprise. Alors après, il n'y a pas un prix, il y en a plusieurs, autant d'intervenants qui vont se pencher sur la valorisation. Mais comment on fait le calcul, très pédagogiquement? Comment on fait ce calcul de la valorisation? Alors les capitaux investisseurs, on a coutume de travailler sur des méthodes de valorisation qui sont des multiples de la rentabilité, généralement le BE ou EBITDA, comme on emploie en termes anglo-saxons, moins les dettes financières nettes de la société. Alors après, on va travailler sur une moyenne des 2 derniers exercices, voire des 3. Le multiple, il va être fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité. Et comme ça, on arrive à définir un petit peu une fourchette de prix. Et après, c'est une négociation, de toute façon. Les critères retenus, c'est quoi? Le CA, les résultats actifs IMO, l'endettement, le secteur d'activité? La rentabilité, donc ça va être le BE, l'excédent brut d'exploitation, ou le résultat d'exploitation de l'entreprise. Ça fait partie, c'est les soldes intermédiaires de gestion de l'entreprise qui démontrent la rentabilité, sa faculté à générer de la valeur. J'imagine que ce n'est pas vous, les chefs d'entreprise, qui faites cette cette valorisation, pardon, je commence
commence à parler comme vous, vous avez vu. Comment ça se passe? Sur quel levier je m'appuie? Il y a des leviers externes pour la calculer. Qui s'occupe de ce calcul? Le candidat repreneur a très souvent des notions de gestion financière, donc il est tout à fait capable et apte à lire un compte de résultat et des comptes d'entreprise. Mais après, il va s'appuyer sur l'expert comptable, son expert comptable, qui est l'homme des chiffres, l'homme de l'art des chiffres. Pascal, oui. Je rajouterai dans la valeur de l'entreprise, notamment dans les sujets croissance externe, en fait, l'acquéreur va mesurer, lui, ses économies qu'il peut avoir au sein de son entreprise ou des synergies. Par exemple, il a des clients sur un segment d'activité déjà, il rachète une entreprise qui travaille sur la même typologie de clients. Donc lui, il va mesurer une certaine valeur. Et comme le disait Sophie tout à l'heure, en fait, c'est là où on rentre dans un schéma de négociation où il y en a un qui va donner un prix base 100, par exemple, et un autre base 120. Il n'y a pas un juste prix entre les deux, c'est une approche qui est liée au projet de demain. Et là-dessus, je rajouterai une entreprise, comme je le disais, il y a des hommes. Si vous avez des hommes clés qui prennent la retraite de manière concomitante aux dirigeants, en fait, vous pouvez vous retrouver sans une équipe, sans un savoir-faire demain. Et là, par contre, vous pouvez vous retrouver avec une valeur qui chute fortement. Est-ce que ça veut dire que la valeur, elle peut varier en fonction des contextes? Est-ce que la valorisation, elle se fait de la même manière dans le cas de Grégory que dans celle de Cyril, ou pas du tout? Grégory? Je pense qu'il y a clairement une base commune, c'est une évidence. Maintenant, comme on vient de l'expliquer, il peut y avoir des variations entre 100 et 120, ça ne me semble pas du tout déconnant de garder ces chiffres en tête. Moi, en tant que chef d'entreprise, quand je valorise une entreprise, je la valorise par rapport au remboursement sur 7 ans, parce que souvent on achète les entreprises sur 7 ans, on expliquera pourquoi peut-être tout à l'heure, mais le fait de pouvoir rembourser cette dette, c'est la moindre des choses, c'est la base. Sans ça, ça veut dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas viable l'opération. Donc quelque part, quand on calcule ça, et c'est pour ça que le résultat d'exploitation est très très important pour le calculer, on sait qu'on peut rembourser X, et par rapport à ça, on y va ou on n'y va pas. Expliquez-nous les 7 ans maintenant. Clairement, quand on rachète une entreprise, toutes les banques proposent des LBO ou des financements de rachat sur 7 ans, parce que c'est une durée standard dans le monde économique en général, et ça permet, de ne pas l'acheter d'un coup et d'avoir une possible d'étaler la dette, et puis c'est ce qui est aujourd'hui en place quasiment, je pense, dans toutes les banques, mais les experts pourront l'exprimer un peu mieux que moi. Cyril, avant de passer aux experts, Cyril, peut-être, comment vous vous êtes fait accompagner, vous, pour la valorisation? Oui. Par qui? Comment ça s'est passé? Par un expert comptable que j'avais choisi en région parisienne, parce que moi, je viens de la région parisienne. Oui. Et puis, donc, j'avais un expert comptable, j'ai toujours d'ailleurs une avocate qui m'avait d'affaires. Oui. Et puis, le travail de valorisation, en fait, il est très... je te rejoins sur le montant, déjà la bonne valorisation, c'est le montant sur lequel se sont mis d'accord un acheteur et un vendeur. Après, le reste, c'est de la théorie. Enfin, après, ça peut être 70%, 120%. La réalité, c'est la réalité. Donc, et ça peut varier. Et ça peut varier, et le repreneur, quand il reprend, enfin pour ma part, je ne veux pas généraliser, mais le prix de l'entreprise devient assez irrationnel. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase d'acquisition, c'est quand même un chemin un petit peu long, que vous avez une cible, que vous suivez depuis quelques mois, que vous avez passé 8 mois, 9 mois à travailler, vous vous dites, je ne vais pas la rater. Parce que si je la rate, je repars de zéro. Mais oui. Et donc vous vous dites, elle vaut 100, mais je peux peut-être l'acheter 120 ou 130. Oui. Parce que mais c'est ça, psychologiquement c'est ça. Et donc c'est là où vous êtes, quand vous êtes bien entouré, vous avez les hommes de l'art qui vous tapent sur l'épaule et qui vous disent, t'es gentil mon garçon, mais laisse-moi faire. Laisse-moi faire, prends du recul, enlevons l'irrationnel et rentrons dans un monde plus rationnel de financier. On sent que c'est du vécu et on sent que tout le monde l'a vécu autour de cette table, c'est ça qui est bien. Les experts, j'imagine que c'est rassurant de voir tous ces entrepreneurs, que tous ces entrepreneurs sont entourés d'experts comptables ou d'avocats. Mais s'ils n'en ont pas, et là je pense à ceux qui nous regardent, s'ils n'en ont pas, comment ça se passe? Vous leur en conseillez? Vous en avez-vous sous la main? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Nous, on a l'habitude de travailler avec tous les intervenants qui gravitent autour des sociétés. Donc, on leur ouvre nos carnets d'adresses et on est tout à fait susceptible de les recommander auprès d'experts comptables, d'avocats et aussi au moment du financement d'établissements bancaires. D'accord. Vous confirmez, Pascal? Je confirme exactement.
Alors moi, je voudrais quand même qu'on revienne sur une notion qui m'a interpellée quand on a préparé cette table ronde. Les sujets, ils sont sensibles, voire confidentiels, on est bien d'accord, dans ce type d'opération. À qui est-ce qu'on peut en parler ? À qui il ne faut surtout pas en parler. On peut peut-être donner des conseils aux cédants, aux acheteurs. Est-ce que les conseils sont les mêmes d'ailleurs pour une transmission reprise que pour une croissance externe ? Sur cette notion de confidentialité, vos témoignages m'intéressent. Qui s'y frotte ? Grégory. Avec plaisir. Effectivement, ça c'est un sujet vraiment prioritaire également. Il faut pouvoir s'entourer, mais ne pas non plus afficher et parler à tous de tout. Clairement, on revient sur l'avocat, l'expert comptable, on le sait, et après c'est son entourage, qu'il soit familial, c'est très important, d'avoir le soutien de sa famille, comme je disais tout à l'heure. C'est fondamental. Sa famille, c'est le premier point. Et derrière, il y a ses amis, ses connaissances, son réseau. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes-là, sans le mettre sur la place publique, encore une fois. Mais je pense quand on a des copains, justement, bienveillants, et de confiance, ils nous écoutent, ils donnent des conseils, et puis c'est comme ça qu'on avance. Prioritaire d'échanger sans mettre tout sur la place publique. C'est mon petit résumé. C'est la même chose pour vous, dans votre cas à vous, de transmission reprise ? Oui, enfin, pour l'acheteur, en parler, c'est une bonne chose. Oui. Si vous n'en parlez pas, vous ne risquez pas de reprendre. Mais quand vous êtes vendeur, c'est un marché caché. Enfin, c'est pas sur la place publique. Il y a quelques sites web, mais il y a quelques sites web d'entreprises à vendre. C'est comme des maisons à vendre depuis 5 ans. Vous vous dites, bon, il doit y avoir quelques fuites. Donc, enfin, bon, je ne veux pas généraliser. Il y a peut-être des entreprises très bien à vendre sur des sites web. Mais globalement, c'est à peu près ça. Mais si elles sont sur les sites web, ce n'est pas forcément bon signe, quoi. C'est spontanément, moi je dirais, voilà. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais ce n'est pas spontanément un bon signe. Donc après, il faut trouver des cibles. Et pour trouver des cibles, ce n'est pas parce que vous dites je recherche une entreprise que des gens vont dire oui, moi je vends. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe, je pense, sur le niveau de confiance que vous arrivez à insuffler, le rythme que vous arrivez à donner sur une région ou sur des cibles, ou finalement, dans l'écosystème régional, parce que c'est quand même très régional, ben, les gens commencent à parler de vous, commencent à se dire « Ah, t'as vu Paul, machin, il est venu me voir, qu'est-ce que t'en penses ?» Ah, moi je pense que ça serait pas mal, tu pourrais le suivre, toi ? Oui, ça pourrait être pas mal. Tiens, tu pourrais lui présenter Jean, qui a son entreprise à vendre. Ça m'a l'air d'être un garçon. C'est du réseautage, en fait. C'est du réseautage. Mais du réseautage, ça veut dire si vous voulez réseauter sainement, déjà, il faut être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas tricher. Parce que c'est pas, vous ne réseautez pas en 2 semaines. Vous réseautez sur 8 mois. Donc, si vous trichez sur ce que vous êtes, sur vos ambitions, ça va se voir. Ouais. Et à partir du moment où on voit que vous êtes un peu farfelu, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Vous ne remontez pas la pente. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Donc, Sophie, Pascal, il existe une liste d'entreprises à acheter, à racheter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel ou comment on fait ? Il n'y a que le réseautage ? Alors, pour ma part, vous l'avez expliqué en introduction, ouais, je fais de l'accompagnement. Donc, en résumé, moi, j'ai un portefeuille confidentiel d'acquéreurs et de cédants. Par rapport à ceci, comme il a été dit, en fait, la confiance au repreneur est primordiale. Je dirais, il faut un projet qui soit construit. Donc, je refais le lien avec la préparation. Après, le cédant, de la même manière, il faut qu'il ait cet objectif de céder avec une typologie de potentiels acquéreurs. Donc, on parlait de psychologie tout à l'heure, oui. Mais en fait, parfois, ce n'est pas que le prix. Donc, on prépare, et c'est mon métier de préparer les cédants à mettre sur le marché leur entreprise. Hein. Donc, pas faire du homestaging, mais de mettre l'entreprise avec des choses normatives, je dirais, qu'on comprenne bien comment elle fonctionne. Et après, il y a 2 mots. La confidentialité, on en a parlé tout à l'heure, c'est primordial. À côté des conseils que j'ai l'habitude d'avoir, c'est l'expert comptable et l'avocat d'affaires. Oui. Et à partir de là, en fait, c'est une rencontre. Donc, il y a des procédures, on y reviendra un peu plus oui. Dans le détail tout à l'heure. On va y revenir, oui. Où on met les gens en relation, ils se rencontrent. Et après, on va sur des phases qui sont plus donc, de détails de chiffres, de détails juridiques, mais toujours avec un rythme à tenir. Et surtout, quelque part, mon rôle, et on en parlait tout à l'heure, on peut avoir un appel le soir à 9h pour rassurer un cédant, un repreneur, parce qu'il a vu quelque chose, et là, c'est peut-être parfois la goutte qui ferait déborder le vase,
s'il n'y avait pas un accompagnant derrière. Vous êtes décidément le roi de la transition, puisqu'effectivement, j'aimerais maintenant qu'on puisse rentrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, ou en tout cas dans ce processus, le montage de l'opération de rachat. Quelles sont les grandes étapes, rapidement, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir trop les détailler, mais si on doit les lister, les grandes étapes de l'opération de rachat, comment ça se passe ? Alors, je dirais, une fois que le candidat repreneur a identifié une entreprise qu'il juge pertinente, il va produire ce qu'on appelle une LOI, une lettre d'intention, dans laquelle il va proposer, se présenter, proposer un prix. Ensuite, il va y avoir toute une phase qui est d'audit, pour s'assurer que toutes les informations qu'il a reçues du cédant et de l'entreprise sont bien conformes à la réalité. Il va devoir boucler son financement, trouver effectivement l'ensemble des fonds. Et la troisième et dernière étape, ça va être la signature d'un protocole d'acquisition et d'une garantie d'actifs passifs qui va concrétiser l'acquisition. Donc si je récapitule, 1, lettre d'intention, 2, bouclage du financement et audit, et 3, protocole d'acquisition. Ces étapes sont les mêmes pour la transmission reprise que pour la création de valeur ou à peu près? Sensiblement les mêmes. Alors après, quand c'est dans le cadre de croissance externe, quelquefois, la condition suspensive du bouclage de financement est déjà remplie puisqu'on a une entreprise qui peut avoir des fonds et qui n'a pas nécessité forcément à lever une dette pour acheter la société. Mais dans le cas de reprise d'entreprise par une personne physique, les étapes sont absolument indispensables. Alors, revenons sur ces étapes. La lettre d'intention, elle doit contenir quoi, cette lettre d'intention ? Alors, je dirais que c'est déjà le candidat repreneur doit se présenter, exprimer ses motivations, qu'est-ce qui l'intéresse, pourquoi il se porte candidat à l'acquisition de l'entreprise, proposer un prix, bien sûr, exprimer qu'il va racheter l'entreprise sous ces fameuses conditions suspensives, dont les deux principales et qui sont absolument là aussi indispensables dans toute LOI, ça va être la condition de bouclage de son plan de financement, qu'il ait effectivement l'ensemble des ressources financières pour réaliser l'acquisition, et la conclusion favorable de toutes ces audits. Donc là, les audits, de manière générale, on va parler d'audits comptables, fiscaux, sociaux, mais après, suivant l'entreprise, ça peut être des audits industriels, pour s'assurer de l'état du parc machine, par exemple. Ça peut être des audits environnementaux en fonction de l'activité. Voilà, c'est assez large. Et le dernier point, dans la lettre d'intention, ça va être de demander une période d'exclusivité. D'accord. Dans laquelle le cédant et le repreneur se consacrent à l'étude de la reprise et que le cédant n'aille pas continuer à essayer de trouver d'autres acquéreurs pendant ce temps. J'imagine que la rédaction de cette lettre d'intention, c'est une première étape qui est importante. Vous l'avez vécue comment, tous les deux ? Très bien, puisque justement, on arrive à quelque part, c'est pas la fin du projet du tout, mais là on y est vraiment, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Dans le sprint final, on va dire. Donc on a trouvé, l'entreprise a racheté, tout va bien, on s'entend bien avec le cédant, etc. Donc là, il ne faut pas se tromper. La plupart des points, effectivement, sont vus avant cette lettre, quelque part, même si c'est le point de départ du closing, mais tout est vu. Et effectivement, on la rédige avec ce qu'on pense être le mieux pour les deux. C'est souvent aussi une question d'équilibre. Et une fois qu'on a fait ça, après, c'est parti et on a le smile, comme on dit. C'est le top départ. Je pense qu'il est important aussi, alors je ne sais plus si c'est dans la LOI ou pas, c'était de la garantie d'actifs et de passifs. Si, c'est aussi ça. On peut la mettre. Mais c'est surtout parce que il y a un truc important, c'est de ne pas dire au dernier moment les choses qui sont un peu sous le tapis, qui ont été mises sous le tapis au début, à la fois du côté du repreneur que du cédant. Il y a plein de petits détails qu'on omet de mettre. On ment par omission, quelquefois. Il faut être honnête dès le départ, quoi. Il faut tout se dire dès le départ. À un moment, il faut le dire. Si vous le dites le jour du closing ou quelques semaines avant, ça peut faire exploser le deal. Donc il faut absolument dire les choses. Et la lettre, la LOI, est aussi une espèce de conclusion où on s'est tout dit. Les choses positives, les choses qui le sont quelquefois un petit peu moins, quoi. Sur cette partie-là, pardon. Oui, non, allez-y, Pascal, bien sûr. Ce que je pense, c'est qu'on n'est pas dans du juridique, on raconte une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, un repreneur se projette dans l'entreprise et derrière, en fait, le cédant, lui, voit les points forts de ce repreneur.
on parle du projet, de sa compétence, de l'apport dans le financement éventuel qui aura à lever. Et là-dessus, il y a toute cette confiance qui naît. Et donc, derrière, je dirais, naturellement, il y a le contrat d'accompagnement qui suit derrière. C'est-à-dire que déjà, si ça match, on se dit, 3 mois, c'est rien, la mission, on va la définir, on se cale ensemble, comme on dit. Voilà. Et ça, c'est là où on voit qu'on est dans un projet commun de reprise, et c'est de transmission-reprise, je rajouterai. Oui, transmission-reprise. C'est exactement ça. Alors, on accélère un peu parce qu'il nous reste peu de temps. On va passer au bouclage du financement et aux audits, donc la deuxième étape. J'imagine qu'il n'y a pas de schéma type de financement, si ? Il n'y a pas un financement, il y a un montage unique. Hein. Il y a tout montage. Là-dessus, il y a les montages de financement classiques bancaires, donc ce dont on parlait tout à l'heure de holding avec des dettes seniors. Il y a des montages, et là je passe la parole à Sophie, avec des investisseurs financiers. Je te laisse expliquer. Qu'elle représente aujourd'hui effectivement à cette table. Oui, disons qu'une reprise d'entreprise, ça va se financer avec des apports, des fonds propres, donc les apports du repreneur, qu'on peut compléter avec l'apport d'un capital investisseur qui va venir renforcer donc, le haut du bilan, les fonds propres de la holding d'acquisition. Et ensuite, une dette senior, ce qu'on appelle dette senior, une dette d'acquisition qui effectivement est toujours sur 7 ans. Et c'est la combinaison de ces deux ressources et l'équilibre entre ces deux ressources qui va permettre de réaliser un plan de financement équilibré et pas trop tendu en termes de pression pour après arriver à rembourser la dette. Un petit mot sur les audits. Qui les réalise, ces audits ? Alors les audits, c'est souvent les conseils qui ont été mis dans la boucle, c'est-à-dire l'expert comptable sur la partie comptable et l'avocat d'affaires, tout ce qui est autour du juridique en fait. Alors la troisième étape, l'ultime étape, j'ai envie de dire, c'est le protocole d'acquisition. C'est un moment particulier. Vous me disiez, messieurs les chefs d'entreprise, quand on a préparé cette conférence, que c'était vraiment un moment particulier. Expliquez-nous en quoi ce moment il est particulier. Parce que c'est la finalité ? Oui, c'est ça, c'est le moment, c'est la promesse de vente. Hein. C'est un peu ça, quelque part. C'est même la vente. C'est la vente. C'est la vente, c'est l'acte. Et là, c'est un moment un peu solennel. C'est un moment, c'est l'aboutissement de plein de choses. D'ailleurs, moi, je me souviens, petite anecdote, je me souviens, c'est qu'au moment de signer, c'était ça devait être vers le 20 ou 21 décembre, quelque chose comme ça. Il y a l'un des banquiers. Il y avait un tour de table de banque, il y avait trois banques à l'époque, et il y avait une banque qui n'est pas venue. Oui, parce que la personne était en vacances, ils avaient zappé. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé donc ce moment solennel. Il y avait, il y a les cédants. D'accord. Puis il y a la famille des cédants, parce qu'il y a des transmissions de parts, etc. Il y a l'acquéreur. Un petit peu tout seul, et puis tous les yeux braqués sur vous. Et donc ce moment solennel s'est transformé d'ailleurs en une petite catastrophe, parce que finalement, je n'ai pas pu acheter. Et finalement, le chèque est arrivé la semaine d'après, entre Noël et Jour de l'An. Donc c'est un moment, enfin, c'est une petite anecdote, mais c'est un moment particulier. En tout cas, c'est un moment qu'on attend, voire qu'on appréhende. Donc quand ça ne se passe pas comme c'était prévu, j'imagine que ça rajoute du stress. Grégory. Oui, c'est vraiment le départ. Après ça, on est propriétaire de l'entreprise, elle est à nous, et à nous de la gérer avec les équipes en place et de rencontrer bien sûr les équipes, chose qui a été faite peut-être avant aussi. Mais voilà, c'est vraiment le début de la vraie aventure de la reprise. Tout le reste n'est que préparation fondamentale aussi, mais c'est la préparation. Là, on y est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Et puis, c'est souvent quand même aussi des moments festifs. Je pense que le cédant et l'acquéreur sont très contents. Ils ont fait l'opération, tout le monde est content, parce que l'équilibre, forcément, se trouve toujours entre les volontés des uns et des autres. Et d'ailleurs, ça s'amène très souvent autour d'une bonne table, en tout cas très, très, très souvent, je pense. Et on débouche une bouteille pétillante dont on taira, on n'a pas le droit. Alors, vous m'avez dit en préparant cette conférence, également, et ça m'a étonné, une partie du prix de vente est bloquée à la banque. Il faut le savoir, m'avez-vous dit. C'est quelque chose que vous aviez découvert, vous le saviez. Alors vous, Grégory, peut-être que vous aviez l'habitude. Oui, mais la garantie d'actifs passifs, c'est une garantie pour l'acquéreur de ne pas trouver des choses dans les tiroirs cachées au fond, dans les armoires, etc. C'est normal. Donc il y a 20% souvent, enfin
je laisserai les experts parler de chiffres, mais c'est souvent en tout cas ce que j'ai vu de mon côté, 20% de la somme bloquée pendant 3 ans. Enfin, ça peut être moins, je présume, hein, il peut y avoir des accords aussi, mais c'est souvent ce qui est fait. Et puis derrière, c'est débloqué soit un peu chaque année, soit à la fin de cette période. Ça permet de garantir l'acquéreur justement d'être un peu plus serein. Et puis le cédant, il sait qu'il a déjà touché 80% de la somme. Les 20%, il sait qu'il les aura dans quelques années ou mois. Donc c'est une sorte de garantie qui rassure vraiment l'acquéreur. Cyril, ça a été votre cas évidemment aussi. Oui, moi ça m'a rassuré, mais ça fait un peu peur quand même au cédant, parce que le cédant, personne physique qui s'imagine récupérer 100 pour une vente de 100, ben, récupère pas 100. Et donc c'est quand même un sujet un peu touchy à aborder. Enfin, moi, j'en ai un souvenir un peu particulier quand même. Le point délicat, c'est le prix d'acquisition et la garantie d'actifs passifs. C'est toujours les 2 points les plus sensibles dans la négociation. Vous confirmez, Pascal ? Je confirme, et cette notion de garantie d'actifs et de passifs, il faut que le cédant s'y soit préparé. Donc il faut que l'avocat d'affaires, le conseil, il en ait parlé, parce que c'est vrai que quand le montant arrive, qu'on dit c'est bloqué, bon, il y a la solution de faire une garantie par la banque, hein, mais de toute façon la banque risque de bloquer la somme derrière un contre-garantie. C'est important parce qu'on arrive vraiment à la phase psychologique du protocole. Donc au-delà de déboucher une bouteille, là il y a vraiment, c'est très en ébullition, beaucoup de tension. Et juste pour reboucler avec la psychologie, je peux vous dire par expérience qu'à 2 jours de signature, parfois il y a des gens, ils disent je ne veux plus signer, enfin, en parlant de l'acquéreur. Donc il y a vraiment une phase très très importante. Donc, il y a des tensions, quoi. C'est un point qui est important à évoquer en toute confiance en amont. Et c'est pour ça qu'on l'évoque aujourd'hui, pour bien prévenir tout le monde, parce qu'il y a peut-être des cédants qui nous regardent aussi et pas forcément que des acheteurs. Quel est le rôle des fonds et des banques dans cette opération ? On peut y revenir peut-être un peu plus en détail sur vos rôles à tous les deux, pour le fonds et donc pour la banque. Sophie ? Alors pour le capital investisseur, on va venir donc aux côtés du repreneur pour renforcer le haut de bilan. On apporte du cash, on va devenir actionnaire de la holding d'acquisition aux côtés du repreneur. Dans notre cas, c'est un positionnement toujours d'acteur minoritaire, non intervenant dans la gestion de l'entreprise, mais dans un véritable accompagnement. Ça va permettre d'équilibrer le plan de financement et de créer un effet de levier par rapport à la dette d'acquisition. Notre rôle aussi, c'est d'accompagner le dirigeant, puisqu'on s'inscrit sur la durée. On est là au moins les 7 ans, le temps de rembourser la dette senior. Un dirigeant souvent est seul à la tête de son entreprise, donc on est là aussi pour partager l'aventure, pour lui ouvrir notre carnet d'adresses. C'est un accompagnement sur le long terme. Exactement, complètement. Pascal, votre rôle à vous ? Alors, mon rôle et surtout le rôle de la banque, en fait. Le rôle de la banque, c'est donc mettre en place le financement. Donc, c'est, comme le disait Grégory, une dette souvent amortissable sur 7 ans, parce que c'est la durée de maturité d'un cycle de vie, d'un produit, d'un effet de mode ou autre. Donc, c'est important de ne pas la faire plus longue. Après, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, qui peut être une solution, et surtout dans cette phase de sortie de crise sanitaire, il y a ce qu'on appelle le crédit vendeur. Donc, ce n'est pas la banque qui le positionne, mais c'est le vendeur qui peut faire crédit à l'acquéreur. Donc, souvent, pour donner un ordre d'idée, ça ne va pas au-delà de 15% du prix de cession, mais ça peut être un schéma de gagnant-gagnant, d'accompagnement traduit, de confiance à l'acquéreur. Et aussi, le banquier, il se rassure quelque part en se disant, si le vendeur est prêt à mettre 15% de dette, nous, on peut y aller plus facilement. Alors, il y a plein de choses, malheureusement, qu'on n'a pas évoquées parce qu'on n'a pas eu le temps, mais j'espère qu'on a dit, en tout cas, beaucoup de choses sur la croissance externe grâce à Grégory, en tout cas son témoignage, et sur la reprise avec vous, Cyril. Mais on a plein de questions. Alors, je vous propose qu'on lance un petit jingle de questions, et puis on y répond du mieux qu'on peut. Jingle. Alors, nous voilà avec beaucoup de questions. Je précise qu'elles me sont envoyées sur mon téléphone. Ce n'est pas de l'impolitesse. Je ne suis pas en train de lire mes textos personnels. La première, elle est pour vous, Cyril. Vous avez parlé de formation. Où l'avez-vous réalisé ? Où peut-on se former ? Alors, à mon époque, alors ça remonte. Je parle d'un temps. Je parle d'un temps, mais il y a 10 ans quand même. Oui. Donc, à l'époque, il y avait 2 grandes écoles de commerce parisiennes qui avaient des formations, je ne les citerai pas. Et puis, cette association que moi j'ai choisie,
et le CRA, cédant et repreneur d'affaires, qui avait des antennes et qui a toujours des antennes régionales. À l'époque, moi, j'étais en région parisienne. Et c'est pas très cher. D'accord. C'est important de le dire. Non, c'est important de le dire parce que quand vous êtes repreneur, vous n'avez pas des millions à dépenser. Hein. Et puis c'était très pragmatique, très pratique. Et donc moi, je l'ai fait en région parisienne pour répondre précisément à la question. Mais je crois qu'ils ont une antenne à Lyon et peut-être à Toulouse. À Toulouse aussi. Et donc on peut se rapprocher d'associations également. Alors, pardon. Pascal, vous avez utilisé le terme « in bonis ». Qu'entend-on par ce terme ? En fait, par ce terme, on entend que c'est une entreprise qui existe, qui a une certaine maturité, rentabilité, qui est inscrite dans le marché, je dirais, qui fonctionne normalement. L'opposé, je dirais, c'est des entreprises dites en difficulté ou en retournement. D'accord. Pour vous, Sophie, comment percevez-vous l'actualité sur le sujet ? Y a-t-il beaucoup d'opportunités de reprise, beaucoup de dirigeants dans cette démarche de cession ? J'imagine que cette question elle est liée à la crise Covid, effectivement. Est-ce que la crise Covid a accéléré ce processus-là ? Alors la crise Covid, l'année dernière, a plutôt un peu cristallisé les positions, puisqu'on était vraiment dans l'inconnu et sans aucune visibilité. Donc ça, c'est plutôt négatif pour faciliter les transactions. Maintenant, on est sur une phase qui est un peu postérieure. On va espérer dire qu'on en sort. Oui. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'activités avec... certains dirigeants qui se disent « bon, j'ai passé le pire, là, mais maintenant, j'arrête. Je vais mettre mon entreprise en vente. Je commence à être un peu... J'ai réussi à passer le pire, c'est peut-être le moment de vente. Maintenant, voilà, ça, exactement. Ça. Et puis après, même si on sort de l'épisode Covid, on a quand même toute une génération de dirigeants aujourd'hui issus du baby-boom qui arrivent à l'âge de la retraite. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'entreprises à céder pour cause de départ en retraite. Alors, à l'inverse, Grégory, êtes-vous sollicité par des repreneurs ? Devenez-vous une cible au fil de votre croissance ? Non, pas trop en fait. C'est plutôt l'acquéreur qui va chercher les cibles. Ou des cibles qu'on nous apporte par du réseau, par des copains, par des amis, mais peu directement par un vendeur. En tout cas, dans ce qui me concerne, je n'ai jamais été vraiment contacté en direct. Tiens, je vends mon entreprise, est-ce que ça t'intéresse ? Non. Est-ce que vous êtes contacté ? Votre entreprise m'intéresse, est-ce que vous la vendez ? Ça peut, pas encore aujourd'hui, hélas, mais n'hésitez pas à en parler. C'est un peu tôt. Vous êtes au bon endroit. Si vous avez des appels à lancer, n'hésitez pas. On s'est rigolé, ça. Oui, je rigole. C'est pas vrai. Je suis très bien aujourd'hui. Je ne vends pas. C'est vrai que c'est rarement le vendeur qui va contacter directement un potentiel acquéreur. Ça se fait surtout par le réseau de copains. C'est ce qui s'est passé en tout cas en ce qui me concerne, présenté par un ami en commun. Pour les experts, comment fait-on pour acheter une entreprise quand on n'a pas d'apport ? Très difficile. C'est très difficile ? Un apport minimum est absolument nécessaire. On ne peut pas, avec, 10 000 euros, acheter une entreprise qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne peut pas tout miser sur la dette. Un apport est absolument nécessaire. D'accord. Et notre rôle à nous, c'est de venir renforcer les apports du... Alors justement, on se tourne vers les fonds ou vous accompagnerez quelqu'un ? Oui, mais pas que. Oui. Enfin, nous, en tout cas, parmi les critères pour identifier un repreneur, ça va être quelqu'un qui a un apport minima et qui, si possible, connaît aussi le secteur d'activité de l'entreprise sur lequel qu'il souhaite acheter. Sans cela, on sera peut-être plus dans la création d'entreprises pure, de la franchise. Il y a plein de choses qui existent. Il faut défendre le fait d'entreprendre en France. Hein. Donc il y a plein de choses qui existent aussi. Mais la reprise, effectivement, c'est presque impossible sans apport. C'est très clair. Les experts, toujours, quelle différence entre croissance externe et fusion-absorption ? Très bonne question, on l'a pas abordée. Alors, la partie croissance externe, c'est l'opération dont on parlait tout à l'heure. C'est donc une entreprise déjà constituée ou un groupe qui rachète une entreprise. Dans le phénomène de fusion-absorption, on est dans un schéma plus juridique où on simplifie, je dirais, une organisation. C'est-à-dire qu'une entreprise a racheté il y a 1 an, 2 ans, voire plus, une autre entreprise. L'actif et le passif de l'entreprise rachetée va être intégré dans la structure. Donc il n'y a qu'une unité au final. Je pense qu'on en parlait au début, à un moment donné, que vous aviez fait cette opération dans le temps. Exactement, ce qu'on a fait l'année dernière.
Alors, encore une question pour vous, Pascal. Pouvez-vous nous expliquer les schémas holding, dette senior et les niveaux de dette acceptables pour la banque? De manière pédagogique en plus, moi je vais vous dire. Alors, on va essayer de faire simple. Simple. La holding, c'est un véhicule, donc personne morale, c'est-à-dire que ça permet de réunir des gens, donc les fonds d'investissement, des acteurs actionnaires. Donc c'est un véhicule qui est utilisé dans la plupart des cas d'acquisition. L'avantage principal qui est d'ordre fiscal, si vous voulez, par rapport aux deux structures. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, on fait cette opération pour lever derrière, vous faisiez état d'une dette senior, on en parlait tout à l'heure, c'est une dette, c'est un prêt, ni plus ni moins, qui est fait par cette structure holding, et qui est remboursé dans le temps par le dividende, qui est en fait le résultat qui est distribué de la société achetée à la société holding. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, moi, ça me semble très clair. C'est clair. Et là-dessus, pourquoi on parle de dette senior, c'est un terme un peu particulier. Moi, j'appelle ceci en fait une dette improductive, parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand on est repreneur d'une société, c'est que la cible qu'on achète, elle va investir dans le temps. Donc il ne faut pas oublier qu'il y aura peut-être des dettes. Donc c'est une dette improductive, dette stérile. Donc quelque part, il faut trouver cet équilibre-là. Et pour parler de ratio, je dirais quelque part, il faut se dire que 70% du résultat qui sera fait par la société cible doit pouvoir remonter naturellement pour rembourser l'échéance de la dette senior. Eh bien, moi, ça me paraît très clair. Alors, une question maintenant pour vous quatre, entrepreneurs et experts. Vous développez beaucoup vos entreprises. À un moment, pensez-vous à transformer ce patrimoine pro en patrimoine perso et comment les partenaires financiers peuvent vous y aider? Y a-t-il des mécanismes? C'est clair ou pas? Oui, c'est clair, mais je pense que ça vient quelque part à la vente de l'entreprise ou du groupe qu'on a fondé ou qu'on a créé. C'est un peu le modèle du cédant qui vient de faire ça. Nous, on est plutôt dans le côté repreneur encore. Donc c'est vrai que c'est à la fin, effectivement, on travaille tous à un moment donné pour pouvoir partir un jour, transmettre à ses employés, à ses enfants, vendre. Il y a plein de solutions. Mais oui, on y pense automatiquement. Quand on crée de la richesse, de la valeur en France, on y pense à un moment donné. Il ne faut pas que ce soit en tout cas en ce qui me concerne, ça n'a jamais été mon moteur premier, ma priorité, on va dire. Ça vient naturellement, ça. Il faut que l'entreprise fonctionne bien, que tous les employés soient heureux au travail, tout ça pour que ça marche bien, avant de pouvoir penser à ça dans un second temps. Confirmé, parfaitement d'accord, parfaitement en ligne. Tout à fait d'accord. Pascal ? C'est un point souvent qui est une discussion avec certains dirigeants. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le fameux hobo, en fait. Quelque part, on monétise une partie du patrimoine professionnel par le biais de montage que j'évoquais tout à l'heure, de holding. Mais là-dessus, je laisse peut-être Sophie en parler, parce que les fonds sont, je dirais, des partenaires dans ces montages. Oui, c'est aussi des montages qu'on peut financer. C'est-à-dire que le dirigeant va sécuriser une partie de son patrimoine en réalisant ce type d'opération. Mais c'est effectivement, comme vous le disiez Grégory, c'est au moment où il va céder son nom d'entreprise qu'il va réaliser après son patrimoine personnel. Ça paraît évident. Une question pour les experts. Qui porte le financement court terme et le BFR induit par la reprise? Là, c'est des techniciens qui nous posent des questions. Alors, le BFR, c'est lié à l'exploitation. Donc, c'est la société d'exploitation, celle qu'on va racheter, qui doit financer son BFR et qui a fait appel à des financements court terme. Petit point de vigilance là-dessus. Oui. Vous achetez, à un moment, il y a un bilan qui sort, vous avez un état de BFR, comme on dit. Par contre, moi, je dis toujours, il y a une saisonnalité dans un cycle de production, notamment, ou même dans du négoce. Et dans ce cas-là, il est important de regarder ce qu'on appelle le BFR normatif. C'est-à-dire, en fait, on regarde la trésorerie sur l'année et on regarde les pics. Et là, c'est important parce qu'on s'y penche avant de l'acheter et avec le banquier pour savoir comment il va vous accompagner sur cette partie-là aussi. Il n'y a pas que la dette senior au niveau de la banque. Bon, eh bien merci à tous. On arrive au terme. Il y a une dernière question. Allez, on a le temps de la prendre. Je me tourne vers la régie. La régie me dit oui. Donc une dernière question pour les entreprises cette fois. Êtes-vous constamment en réflexion et ouvert aux opportunités de reprise au quotidien?
Toi, t'en as repris déjà un certain nombre, non? Moi, oui, plutôt. Oui. Ce que j'adore, le fait d'entreprendre. Je suis à l'écoute tout le temps, bien sûr. Après, encore une fois, quand on est vraiment débordé, qu'on est à fond dans sa reprise, que l'entreprise est un peu dans le dur, le Covid est passé par là, etc., je comprends qu'on se met un peu en mode veille ou en mode avion tout seul. Mais moi, en ce qui me concerne, effectivement, je regarde, je suis à l'écoute, tout peut passer. Puis, à l'affût. À l'affût, voilà. Puis surtout, c'est... Il faut rester à l'affût. Hein. Il faut rester à l'affût, oui, il faut rester à l'affût. Moi, je suis à l'affût aussi. D'opportunités qui ne sont pas financières, qui sont des opportunités stratégiques pour l'entreprise en France ou à l'étranger. Et ça fait partie, je pense, du rôle du chef d'entreprise. Ça fait partie de la stratégie de l'entreprise que d'être à l'affût de ce que font les concurrents, de segments de marché où on n'est pas. Parce qu'acquérir une entreprise en croissance externe, c'est quand même un accélérateur extrêmement fort, très rapide. Alors c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais vous gagnez des années, quelque part. Oui, Grégory. On achète de la compétence. Quand on parlait des hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, c'est primordial. On achète des compétences qu'on n'a pas forcément dans l'entreprise et qui nous aident à nous développer l'ensemble. Si on a 2, 3 ou 4 entreprises, ça aide certainement à développer l'ensemble de ce petit groupe. Transmettre ou reprendre, c'est aussi de la croissance. C'était le thème de notre conférence. Merci à tous les 4. Vraiment, c'était passionnant. On arrive au terme de cette conférence, la dernière d'un opus de 4 conférences que l'on doit à Haddock et qu'on remercie de les avoir organisées parce que c'était extrêmement enrichissant. Merci à tous et à très bientôt. Merci.